Pourquoi un couteau qui tombe peut être une opportunité d'investissement? Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Quand une action s'effondre, c'est souvent la panique générale. Les investisseurs vendent en masse convaincus que l'entreprise est finie. Mais l'approche de l'investissement dans la valeur, popularisée par Warren Buffett, nous invite à voir les choses différemment. Une baisse de prix peut être une occasion en or. Ce qui importe, ce n'est pas la chute du cours, mais les fondamentaux de l'entreprise, à savoir sa solidité financière, son avantage concurrentiel et sa capacité à générer des profits sur le long terme. À travers des exemples concrets, je vais vous expliquer pourquoi un couteau qui tombe peut valoir le coup et comment repérer les entreprises de qualité en se focalisant sur leurs fondamentaux. En passant dans la top newsletter, vous avez le lien vers le club et dans ce club-là, j'ai mis à peu près une checklist. Donc, en description de la vidéo, le lien vers la top newsletter, abonnez-vous, vous allez recevoir un courriel avec le lien vers la communauté Top Invest, donc j'appelle ça le club ici, et vous avez une checklist. Et cette checklist-là répond déjà majoritairement à toutes les questions qu'on doit se poser de manière générale ici sur les fondamentaux d'une entreprise. De prime abord, ok? Donc, prenons l'exemple ici d'entreprises avec des fondamentaux solides, mais ayant subi une baisse des prix. Microsoft en 2022. Après une année 2021 éclatante, son action a perdu plus de 25% au premier semestre, plombée par les craintes de récession et la hausse des taux d'intérêt. Je pourrais même dire ici que sur l'année 2022, elle a perdu plus de 25%. Pourtant, les prix parlaient d'eux-mêmes. Une croissance du chiffre d'affaires de 18%, des marges nettes dépassant les 35% et une position écrasante, une position de leader écrasante dans le cloud avec Azure. Je ne parle même pas de la suite Office et Windows. Donc, les investisseurs malins qui ont sauté sur l'occasion ont vu l'action grimper au-delà des $400 en date d'aujourd'hui. Et encore, l'entreprise est bon marché. Donc, la leçon est claire. Une baisse n'est pas synonyme de faiblesse. Ensuite, prenons Netflix 2022, ça tombe bien. Une vidéo existe sur Netflix le jour où elle a perdu plus de 30%, je pense bien. OK? Et c'est une entreprise à cette période-là qui était extrêmement qualitative. Bref, après avoir perdu des abonnés pour la première fois en une décennie, son action a chuté de plus de 60% en quelques mois. La question jamais à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on perd des abonnés? Vous allez revenir ici à la pandémie. De toute façon, je l'ai déjà expliqué sur une des vidéos précédentes concernant Netflix. Parce qu'on a réagi à chaud ce jour-là. Bref, les marchés ont paniqué, craignant que le géant du streaming ait perdu son leadership. On avait même un investisseur sur comment on appelle ça, Bill Ackman qui avait acheté des actions de la compagnie. Si vous suivez si vous avez tendance ici à suivre ou bien à faire exactement ce que les gestionnaires de portefeuille font, ou bien certains gestionnaires stars font, vous pouvez comprendre ici que Bill Ackman a fait une erreur en vendant ses Netflix. Et donc, eux également, ils font des erreurs. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils le reconnaissent et ils passent à autre chose. De toutes les façons, le marché vous proposera des opportunités plus tard. Donc, les marchés ont paniqué, craignant que le géant du streaming ait perdu son leadership. Mais Netflix a réagi. Lancement d'un abonnement avec publicité. À l'époque, on disait « Oh non, ça ne va pas marcher ». Répression du partage de le compte. Et on disait également « Oh non, ça ne va pas marcher ». Et investissement massif dans le contenu. On disait également que « Oh non, ça ne va pas fonctionner » parce qu'ils devaient à peu près licencier le contenu chez comment on appelle ça, Warner Bros. Discovery, etc. Disney, ça allait leur coûter cher. En fait, ce qu'on ne voyait pas, c'est que Netflix, moi le premier, attention, parce que le secteur des médias m'a toujours passionné de manière générale. Et donc, ici, on ne se rendait pas compte qu'en fait, Netflix est un distributeur. À cette époque-là, Disney avait à peu près gagné énormément d'abonnés en très peu de temps. Et donc, tout le monde regardait ça. Oh, mais si Disney a réussi à faire de plus de 100 millions d'abonnés en très peu de temps, alors que Netflix a mis des années pour le faire ici, il y a de fortes chances que Disney soit de meilleure qualité. Il y a de fortes chances qu'il rattrape Netflix d'ici demain. Or, je vous avais expliqué pourquoi est-ce que Disney a eu beaucoup d'abonnés en très peu de temps. Parce qu'en réalité, la vraie métrique, c'était quoi? Combien ces abonnés nous rapportent? Le nombre d'abonnés, on s'en fout. C'est un peu comme... Voilà. Je vais prendre ici le cas des YouTubeurs. Enfin, prenons les vidéos YouTube. Et ne parlons pas du nombre d'abonnés. Enfin, le nombre d'abonnés, en réalité, n'est pas synonyme ici de qualité de la chaîne. On va le dire comme ça. OK? Il y a des chaînes ici qui ont moins de 1000 abonnés, mais qui sont extrêmement qualitatives, qui valent bien plus en termes de qualité, en termes de valeur apportée. Et je parle ici dans le domaine du stock picking, ok, en termes de qualité qui valent bien plus que des chaînes avec près de 100 000 abonnés. C'est vrai. OK? Donc,
la qualité vaut mieux que la quantité. D'accord? Donc ici, si je rapporte plus d'argent avec moins d'abonnés, ça ne sert à rien que tu aies 10 fois plus d'abonnés que moi. Si on prend en considération aussi le revenu par abonné, tu ne rapportes rien du tout. Donc techniquement, il serait normal que j'ai bien plus de valeur que ça. Donc il faut faire attention aux métriques qu'on regarde généralement. C'est pour ça que je vous dis toujours, les chiffres, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Donc, Netflix ici a lancé des abonnements avec publicité. Tout le monde a suivi. Répression du partage des comptes et investissement massif dans le contenu. Résultat, en 2024, la croissance des abonnés a repris. Les revenus publicitaires ont décollé et l'action a regagné du terrain. Les fondamentaux, une marque mondiale, une base d'abonnés massive et une capacité d'innovation étaient toujours là. La chute était donc une opportunité et pas une fatalité. Mais bon, vous allez me dire, mais c'est facile après coup. Je dirais oui et non. OK? Parce qu'en fait, quand le prix d'une action chute, on s'intéresse beaucoup au bruit. Or, il faut se concentrer sur l'entreprise, les fondamentaux quantitatifs et qualitatifs. Essayer de comprendre comment est-ce que ce secteur-là fonctionne. Or, les gens se limitent généralement aux gros titres, etc. Je vais vous dire une chose. Éteignez la télévision. Arrêtez de regarder à peu près 100 milliards de vidéos par jour pour essayer de conforter ici pas votre avis, mais je dirais ici, comment on appelle encore ça? Conforter vos hypothèses par rapport à une entreprise sans faire le travail vous-même. Parce que sur YouTube, ce qui est mauvais, c'est que quelqu'un va vous dire « Ah, Kering, c'est intéressant ». L'autre va vous dire « Kering n'est pas intéressant ». Après, demain, quelqu'un vous dira aussi va répéter encore une fois que Kering reste intéressant. Fin des fins, vu que vous avez du Kering en portefeuille, vous allez plus écouter la personne qui vous donne à peu près les informations selon lesquelles Kering reste une entreprise intéressante. Parce qu'on veut avoir raison. Mais en réalité, c'est celui en fait qui vous dit que Kering n'est pas intéressant qui pourrait à peu près vous apporter bien plus en termes de qualité. Tout simplement parce qu'il va à contre-courant ici de l'hypothèse d'investissement de départ que vous avez, qui est positive. Et donc, quand vous avez une hypothèse d'investissement, il faut la déconstruire de manière générale afin de renforcer votre thèse d'investissement. Bon, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour parler des fameux couteaux qui tombent. Et vous savez que quand on parle ici de couteaux qui tombent, nous, on s'en fout. Ce sont les fondamentaux qui nous intéressent. Mais prenons également des exemples d'entreprises qui avaient des prix, qui avaient des prix d'action, qui ont vu le prix de leurs actions chuter et qui le méritaient réellement. Alors, on va parler ici, premièrement, des entreprises comme Orpea, le géant français des maisons de retraite. En 2022, après les révélations choc du livre Les Fossoyeurs et sur les maltraitances, son action a dégringolé de plus de 80%. D'aucuns disaient ici, oh non, c'est une entreprise, elle a de l'immobilier, etc. Ça sert à quoi d'avoir l'immobilier? Tu l'utilises toi-même, techniquement. On ne peut pas dire que ça a de la valeur, surtout que la valeur en question peut fluctuer. Et quand tu es en période difficile ici, revendre cet immobilier, ça peut être assez compliqué. Donc, il faut dire une chose, que Orpea était déjà à la base surévalué. OK? Ce n'était pas une bonne affaire. Réputation en lambeaux, endettement colossal et perte financière. En 2025, Orpea lutte encore pour se relever. Je pense qu'elle a même changé de nom. Donc, la chute était donc révélatrice de problèmes profonds. Maintenant, on aurait pu citer Atos comme d'autres entreprises également. Hein. Donc, prenons l'exemple de OVH, un hébergeur de cloud français. Après son entrée en bourse, son action a perdu plus de 50%. Certains y ont vu un espoir ici de rebond, mais les fondamentaux étaient fragiles, ou bien pour moi sont toujours fragiles. Les marges sont faibles face à des mastodontes comme AWS. La dette est élevée et la croissance est en berne alors que vos concurrents sont en croissance. La question que je me suis toujours posée, c'est mais qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire par rapport à AWS, Azure, comment on appelle ça encore le Google Cloud, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, si je me souviens bien. Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? Surtout que je sais que le cloud, en fait, ce n'est pas juste de l'espace de stockage ou ce genre de choses, la mise en réseau ici de serveurs. Il faut également apporter des suites logicielles pour bonifier l'offre en question. Bref, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? Peut-être que je me trompe par rapport à OVH, hein, mais pour le moment ici, pour moi, la baisse du prix est peut-être justifiée. Parce que si on regarde, quantitativement, si vous regardez les cash flows opérationnels et qu'on prend la moyenne du secteur actif, vous allez même vous dire que c'est sous-évalué. Mais attention, si on n'a pas de free cash flow alors que les autres en ont, il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on comptabilise même ces cash flows opérationnels-là. Bref, donc cette baisse n'était pas une opportunité. Et pour moi,
Bref, je pense qu'il y a de meilleures opportunités sur le marché. Mais c'est plutôt un avertissement. Alors, que retenir? Bien, c'est simple. Il faut se concentrer essentiellement sur les fondamentaux quantitatifs et qualitatifs. Donc, ces exemples montrent bien que ce n'est pas le prix qui fait la valeur. Ce sont les fondamentaux qui influencent la valeur et la valeur influence le prix. OK? Si vous êtes un investisseur, et ça se tombe bien, ça serait l'occasion de faire une vidéo sur qu'est-ce que ça veut dire être un investisseur versus un spéculateur ou bien quelqu'un qui parie également. Parce que c'est deux choses totalement différentes. Il y a des gens qui se basent essentiellement ici sur le prix des actions pour émettre des hypothèses d'investissement, alors qu'un investisseur doit se baser sur les fondamentaux quantitatifs et qualitatifs. Si vous basez essentiellement sur les fondamentaux quantitatifs, vous êtes un spéculateur. Vous n'êtes pas un investisseur. Parce que le quantitatif présente les chiffres. Le qualitatif fait parler les chiffres. Les deux sont indissociables. Ça donne ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Si un jour vous regardez une vidéo, quelqu'un vous dit qu'une analyse fondamentale, c'est regarder des chiffres, fermez tout et passez à autre chose. Vous perdez votre temps. On appelle ça analyse quantitative. Ça ne change pas du tout. Donc, ce n'est pas le prix qui fait la valeur. Ce sont les fondamentaux. OK? Donc, pour dénicher les vraies opportunités, ou bien celles qui en valent la peine, voici ce qu'il faut scruter. Et je vous rappelle encore que vous avez la checklist dans le club. OK? Vous n'avez qu'à vous abonner à la top newsletter. Vous allez recevoir ici un courriel avec le lien vers le club. OK? Donc, vérifiez vos spams, etc. Donc, j'ai mis à peu près une checklist dessus. On va se dire une chose. Vous avez les indicateurs quantitatifs. C'est la partie la plus facile. On fait ça les yeux fermés. Ça ne va pas vous demander plus de 3 mois pour maîtriser les éléments quantitatifs. C'est une question d'habitude. Chiffre d'affaires, marge, niveau d'endettement, flux de trésorerie. Chez Microsoft et Netflix, ces chiffres sont restés solides ou ont montré des signes de redressement rapide. Et n'oubliez pas également, quand on regarde les chiffres, il faut toujours se remettre dans le contexte. On regarde essentiellement le passé. Il ne faut pas l'oublier. Posez-vous toujours la question de savoir, est-ce que c'est durable? S'il y a des doutes, on passe à autre chose. Quel type d'entreprise on a sous les yeux, etc. C'est important de remettre également l'entreprise dans son contexte, dans ce sectoriel. Donc, vous avez les indicateurs quantitatifs. Ensuite, vous avez les aspects qualitatifs. J'aurais pu appeler ça indicateur quantitatif et qualitatif, mais je préfère le terme aspect. Avantages compétitifs, qualité de la gestion et positionnement dans le secteur. Donc, quand on parle d'avantages compétitifs, il faut se dire que les entreprises avec des modes solides tiennent bon face aux crises. Pourquoi? Parce que le mode vous permet ici de maintenir vos marges en période difficile. Le mode ici, ça peut être un intangible comme une marque forte, un brevet. Un effet de réseau, savoir ici, plus les gens utilisent vos services, plus il a de la valeur. Un switching cost, savoir ici qu'il est difficile de se départir de vos coproduits, parce que généralement vous avez ce genre d'éléments sur les entreprises ici de logiciels. Vous avez également des entreprises qui ont au moins deux avantages concurrentiels, parce que quand on parle ici de mode, l'entreprise a un mode passé son ROIC de 10, ça ne veut rien dire du tout. Il faut donner un nom au mode en question. Comment est-ce qu'il se matérialise? En fait, le ROIC ou bien les marges, ce n'est que la matérialisation quantitative de ce mode-là. Et encore, ça peut même être discutable, dépendamment ici du calcul du ROIC. OK? Donc, ce qui nous importe, c'est quand je regarde Microsoft, quel est le nom de l'avantage concurrentiel? Il s'appelle comment? Quand je regarde du Nike, Nike a un avantage concurrentiel. C'est la marque. OK, c'est bien. Mais le but de la marque, c'est quoi? C'est de maintenir ses marges, oui ou non? Or, si j'ai une marque et que je me rends compte que les marges commencent à baisser, il y a une pression au niveau des marges, ça veut dire que ma marque n'est peut-être pas aussi puissante que ça. Bon, de vous à moi, je crois que Nike va se relever. On va se dire ça comme ça. Mais c'est un business assez compliqué. Comment est-ce que Nike se retrouve dans ce genre de situation? C'est un ensemble de beaucoup d'autres éléments. On en a parlé précédemment sur les vidéos, sur la chaîne. J'ai fait plusieurs vidéos sur Nike ici. Enfin, j'aime parler de Nike au-delà des chiffres, parce que je préfère ça. Donc, quand on regarde une entreprise, il faut regarder deux aspects, le quantitatif et le qualitatif. Or, ceux qui regardent généralement quand on se base sur le prix d'une action, quand on se base ici sur les fondamentaux quantitatifs uniquement, on avance, en fait, on a une partie de l'information et qui est même la partie la moins intéressante. C'est important, hein, mais pour moi, la plus intéressante, c'est la partie qualitative. OK? J'aurais pu rajouter même la qualité du management, qui est quelque chose d'assez subjectif. Et pour avoir une idée sur la qualité du management, par exemple, Kering aujourd'hui souffre. LVMH souffre. Mais Hermès se porte bien. Moncler se porte bien.
je pense que Brunello Cucinelli se porte bien. Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sur les anciennes conférences call quand tout allait bien pour Hermès, quand tout allait bien pour Kering, LVMH, voir à peu près tout ce qu'ils ont raconté. Est-ce qu'ils ont anticipé la chute, etc. Et on va revenir sur les entreprises concurrentes qui se comportent bien aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils ont tendance à présenter le message aux investisseurs? Vous allez peut-être voir ici des différences. Peut-être vous allez vous rendre compte que le management de Kering est questionnable. Après également, c'est facile à dire parce que Kering est celle qui souffre plus, etc. LVMH souffre également. Mais bref, la partie management, c'est l'un des éléments les plus déterminants à long terme. Et je ne vais pas vous mentir que c'est une partie assez subjective. Il faut écouter vraiment les conférences call, avoir une idée générale du secteur d'activité. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous voulez faire du stock picking, les amis, on veut des passionnés. Si vous n'avez pas le temps, si intellectuellement parlant, vous avez mieux à faire dans vos vies, excusez-moi, achetez des ETF. Laissez le stock picking. Les particuliers qui veulent faire du stock picking doivent avant tout aimer lire. Je dirais même adorer lire. Hier, il y avait par exemple le match de football contre un match qui m'énerve. En plus, l'Inter a gagné face à Barcelone. Moi, je supporte Barcelone. Je n'ai pas regardé le match, en réalité. 1h40, 1h30, j'avais une conférence call à écouter. Mes journées étant... mon temps étant important, j'ai choisi d'écouter un conférence call pendant cette période-là. J'avais même oublié qu'il y avait le match en question. Je regardais peut-être le score de temps en temps. Pas que j'avais oublié que le match avait commencé ou des choses comme ça, mais je n'avais même pas l'intention de le regarder. Parce que je préfère écouter les conférences call. Moi, j'aime ça. Ça me plaît. Pourquoi? Parce que je peux gagner de l'argent dessus. Et je considère que toute connaissance, un conférence call ici, ce n'est pas une perte de temps, c'est une accumulation de connaissances. Bref, l'aspect qualitatif, c'est un aspect très important et très souvent négligé. On veut tout réduire aux chiffres. Bref, comme je dis toujours ici, ceux qui ont un bagage d'une dizaine ou bien plus de 5 ans, on peut se comprendre, disons même une dizaine d'années. Ceux qui viennent commencer, ne vous inquiétez pas. Vous allez vous rendre compte que j'avais raison dans le futur. Et ce n'est pas plus grave que ça. Vous pouvez douter de tout ce que je raconte ici aujourd'hui. De toute façon, sur cette chaîne, doutez de tout. Pourquoi? Parce que l'esprit critique est très important. Ne soyez pas des moutons. Ce que je dis ici, si quelqu'un, lui, pense que le couteau qui tombe, c'est à éviter, qu'il nous donne ses arguments. Voilà, on est là pour débattre. Donc, à l'inverse, fuyez des cas comme Orpea ou OVH Cloud, où la chute du cours reflète des failles structurelles. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des entreprises qui ne peuvent pas se relever, mais en termes de probabilité, c'est questionnable. Donc, en conclusion, la prochaine fois qu'une action plonge, prenez du recul et étudiez les fondamentaux. Quantitatif et qualitatif. L'entreprise a-t-elle des finances saines, un avantage concurrentiel durable et une équipe de direction compétente? Si oui, cette baisse pourrait être une aubaine à la Warren Buffett, même si lui également il se trompe. Parce que tout le monde se trompe, parce que nous sommes tous des humains. Si la machine est capable de se tromper, combien de fois vous? Donc, laissez de côté le vacarme du marché à court terme. Plongez dans les rapports financiers, évaluez les forces compétitives et misez avec confiance. Quand je dis miser, entre parenthèses, j'aurais même dit investir avec confiance sur les entreprises taillées pour durer et prospérer. OK? Parce que j'utilise le terme miser parce que c'est plus facile à comprendre pour vous. Mais miser a souvent une connotation assez différente pour moi ici, parce que j'associe le terme miser à un jeu, à du hasard. Or, même si on se bat, il y a une certaine incertitude par rapport au futur, on essaie ici de se concentrer sur les éléments qu'on maîtrise. D'accord? Alors, que ce soit Microsoft, Netflix, Meta, Google ou une autre entreprise, les opportunités sont là pour ceux qui savent regarder au-delà du prix. Aujourd'hui encore, vous avez du Meta, vous avez du Amazon, vous avez du Google, vous avez du Alphabet, vous avez du Salesforce, qui sont des entreprises sous-évaluées. Même Booking est sous-évalué. Pourquoi est-ce que je vais me casser la tête à aller rechercher des nouvelles opportunités matin, midi, soir? Si cette année, c'est uniquement les seules entreprises disponibles en termes de sous-évaluation, je les achète tranquillement.
L'année prochaine, on aura peut-être une ou deux entreprises supplémentaires qualitatives qui viendront nous chercher à des prix intéressants. Ça fait combien d'années vous attendez LVMH à ce prix-là? Dans 10 ans, vous direz que j'aurais dû l'acheter à ce prix. Vous faisiez quoi? Vous faites quoi aujourd'hui? Après, il y a toujours une pointe d'incertitude. C'est pour ça qu'en termes de pondération dans nos portefeuilles, on n'aura peut-être pas avec une grosse partie parce que ça reste ici du B2C. Difficile, mais bon. Elle a déjà prouvé par le passé qu'elle était capable de rebondir. En tout cas, après, moi, ce secteur, de manière générale, ça reste pour moi la vente au détail. Le luxe, c'est quelque chose qui se rapproche plus du Hermès, Ferrari, et une partie de ce que LVMH fait. Bref. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vous parle du couteau qui tombe, on n'achète pas un couteau qui tombe, posez-vous la question de savoir il est quoi, il se considère comme quoi, un spéculateur ou un investisseur? Si vous dites que c'est un investisseur et qu'il vous parle de couteau qui tombe, dites-lui que je pense qu'il ne connaît pas bien ce qu'on appelle être un investisseur. Ah oui, froidement, aussi froidement que ça. Les yeux dans les yeux. Un investisseur, ça regarde les fondamentaux. Ça ne veut pas dire qu'un investisseur ne se trompe jamais. Et l'humilité d'accepter que vous allez vous tromper tôt ou tard. Le but ici est de faire le moins d'erreurs possible. C'est tout. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le lien vers la Top Newsletter pour ceux qui veulent avoir accès à la checklist. Je rappelle que la checklist est dans le club. OK? Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous avez ici la watchlist. La watchlist ici vous donne accès à toutes les entreprises que j'ai tendance à suivre ici avec des objectifs de prix à vie. D'accord? Ce n'est pas un abonnement ou quoi que ce soit. Et comme je l'ai dit, c'est juste pour soutenir la chaîne. Rien d'autre. OK? Parce que je considère que la watchlist, vous pouvez la bâtir vous-même ici. D'accord? Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, passez par là. Point barre. Donc, un couteau qui tombe, ça ne veut strictement rien dire du tout. Parce que les fondamentaux quantitatifs et qualitatifs, tant qu'on ne les a pas consultés, on ne peut pas se faire un avis sur une entreprise de manière générale. Et si on regarde que le quantitatif, ça nous sert uniquement ici à présenter les chiffres. Bref, la prochaine vidéo, peut-être que je vais parler ici de... Il faut qu'on fasse une vidéo sur qu'est-ce que la spéculation, qu'est-ce que l'investissement de manière générale. Peut-être m'ajouter un élément sur le pari de manière générale. Parce que moi, je pense qu'on confond énormément. Parfois, les traders veulent parler d'investissement alors qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Bref, je ne dis pas que ceux qui regardent le prix ne gagnent pas d'argent, etc. Mais c'est deux choses différentes, s'il vous plaît. Il ne faut pas mélanger les choses. Chacun reste dans sa boîte. OK? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'un couteau qui tombe, ça veut dire que c'est un potentiel mauvais investissement. Ça ne veut pas dire que acheter, comme je l'ai expliqué, n'achetez pas toutes les entreprises dont les prix baissent. On va se concentrer sur les fondamentaux. Et ce n'est pas parce que vous avez chopé une entreprise qualitative à bon prix que le prix ne va pas continuer à baisser. Attention, parce que le marché, il s'en fout de savoir combien est-ce que vous avez payé. Ce n'est pas parce qu'une entreprise a fait moins 90% qu'elle ne peut pas faire moins 90% encore une fois, à partir de vos prix d'acquisition. L'essentiel ici, c'est de savoir est-ce que les fondamentaux, eux, ils font moins 90%. Bref, je pourrais parler de ce sujet-là pendant des heures. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous ici dans la Top Newsletter. Pour ceux qui veulent avoir accès ici à la checklist, c'est gratuit. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous avez la watchlist. Et merci, au revoir.